mer, Hark Olufs contemple l'immensité. Il rêve de longs voyages et de terres lointaines, de devenir capitaine comme son père. À 12 ans, il va débuter comme mousse sur le navire paternel. Nous sommes en 1720 dans la mer des Wadden sur la petite île d'Amrum qui fait alors encore partie du royaume du Danemark. Le jeune Hark ne sait pas encore que ses rêves d'ailleurs ne vont pas tarder à se réaliser. Hark Olufs appartenait à une famille de marins, son père était capitaine. Dans son entourage proche, tout le monde travaillait dans la marine. Hark Olufs est mort jeune, à seulement 46 ans. Sa pierre tombale, qui se dresse encore dans le cimetière de la petite ville de Nebel, est tout à fait particulière. Elle retrace quelques-uns des épisodes étonnants de sa vie. Ça, c'est l'espoir, le navire sur lequel Hark Olufs a embarqué à l'âge de 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'espoir a été capturé dans la Manche. De là, il a été remorqué jusqu'à Alger. Car n'oublions pas qu'à l'époque, les pirates turcs contrôlaient la Méditerranée. En 1724, Hark navigue sur le bâtiment de son père. Le navire, parti de Nantes, fait route vers Hambourg lorsqu'il est arraisonné par des pirates au large de l'archipel des Sorlingues. L'équipage est fait prisonnier et transporté à Alger. Hark et ses compagnons d'infortune partagent le sort de près d'1 million d'Européens qui ont fini comme esclaves en Afrique du Nord entre les années 1500 et 1830. L'histoire de Hark est exceptionnelle, d'abord parce qu'il va survivre à sa mésaventure, mais aussi et surtout parce que l'ancien mousse ne devient pas un esclave comme les autres. Je fus vendu à Alger pour 1000 pièces de la monnaie locale, l'équivalent de 500 riksdal. Le lendemain, mon acheteur me vendit à un autre homme et empocha 100 pièces de bénéfice. Je restais 2 semaines chez mon nouveau maître. Je travaillais au jardin à récolter des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie. J'étais aussi chargé de la corvée d'eau et du ménage de la maisonnée. Le jeune Hark Olufs et les prisonniers originaires d'Amrum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Toute la ville prospère grâce à la piraterie, à la capture des navires, mais aussi aux raids menés sur les côtes étrangères. Les pirates pillent des villages en Espagne et en Italie, et ils rapportent énormément d'argent. C'est alors qu'un marchand qui cherchait des esclaves pour le bey de Constantine arriva à Alger. Dès qu'il me vit, il voulut m'acheter. Mon maître me vendit au prix de 900 riksdal. Je partis donc pour Constantine, où mon nouveau maître, le bey Hassem, exerçait le pouvoir d'un petit roi. Lorsque j'entrai à son service, c'était déjà un vieillard vénérable. D'une nature fantasque et chaleureuse, il était rompu à l'art de la guerre. Le bey a 2 épouses. 40 serviteurs sont à leur service, dont 4 eunuques qui sont les valets de chambre de ces dames. Le bey lui-même possédait entre 30 et 40 valets, dont la moitié sont des renégats. Je devins l'un d'entre eux. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens.
Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Hark Olufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Que les pirates s'emparent du navire, de sa cargaison et de son équipage, c'était une chose. Mais leur but n'était pas de garder tous ces prisonniers en Afrique du Nord. On les autorisait à envoyer des messages à leurs familles. L'idée, c'était de les renvoyer chez eux moyennant le paiement d'une rançon. Dans toute l'Europe, on trouve dans les archives des registres et des lettres qui décrivent les tâches dévolues aux esclaves. Voyons voir ces lettres. En voici une. Parmi les archives, Éric Goebel a découvert un document exceptionnel par sa rareté. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. L'écriture n'est pas très belle, mais ce qu'il faut voir, c'est ceci. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Røn, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Parmi ces esclaves blancs, entre 4 et 5 000 sont scandinaves. Ce sont surtout des marins. En mars 1747, le Fru Alida quitte Bergen avec une cargaison de poissons séchés. Tout comme Amrum, la Norvège fait alors aussi partie de la couronne danoise. Le navire fait route vers l'Espagne et doit emprunter le détroit de Gibraltar. À son bord, le jeune Skram, âgé de 19 ans, est déjà un marin expérimenté. Le Fru Alida a franchi le détroit de Gibraltar sans encombre. Il a déchargé une partie de sa cargaison de poissons séchés à Barcelone avant de mettre le cap sur Livourne. Là, tout s'est passé comme prévu. Le reste de la cargaison a pu être livré. Mais quand le navire est reparti en direction de la Sardaigne, il a été attaqué par 2 bateaux tunisiens qui ont tiré des coups de canon en guise de sommation. Ils ont tiré une bordée de canons pour nous obliger à mettre en panne et à les attendre, raconte Skram dans son récit. Les pirates leur ont donné l'ordre de ralentir pour permettre à leur navire de venir se placer à côté d'eux. Beaucoup de pirates étaient des esclaves européens convertis à l'islam. On les appelait les renégats. Les marins les craignaient plus que tout car ils étaient connus pour leur sauvagerie. La piraterie sur la côte des Barbaresques n'aurait pas pu exister sans la participation de ces anciens marins européens qui s'étaient convertis à l'islam. En Afrique du Nord, la piraterie est autorisée par les gouvernements locaux. Une situation qui découle directement des conflits qui opposent depuis le XVIe siècle l'Europe chrétienne et les nations musulmanes du Maghreb. Cette guerre qui ne dit pas son nom s'est propagée jusque dans l'Atlantique. Le monde musulman se considère en guerre avec la chrétienté. Pour eux, c'est le djihad, la guerre sainte. C'est pour cela qu'a été créée cette piraterie. Elle permettait de puiser des esclaves dans le vivier des prisonniers de guerre pour les vendre dans les pays arabes. De notre point de vue, ces captifs étaient plus des esclaves que des prisonniers à cause de la façon dont ils étaient traités. À l'époque,
Alger est dirigée par une élite turque qui tient sous sa domination berbères, arabes, juifs, esclaves chrétiens et renégats. Les Turcs se sont servis des esclaves pour conserver leur pouvoir sur la population locale. Par conséquent, à Alger, les captifs avaient une grande importance aux yeux de la classe dirigeante. Les esclaves sont exhibés, choisis et vendus au marché. Ceux qui sont envoyés aux galères sont de loin les plus à plaindre. Cela équivaut à une condamnation à mort. Le maître a le pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves. Il peut les punir ou les tuer selon son bon vouloir. Le plus souvent, les châtiments prennent la forme de coups de bâton sur les pieds, mais la flagellation, l'amputation du nez et des oreilles ainsi que les exécutions sont aussi pratiques courantes. Mais avant tout, l'esclave est utilisé pour sa force de travail. Un esclave peut être amené à travailler dans les carrières. Certains sont domestiques et s'occupent de tâches ménagères, ce qui est un statut très bas. Mais d'autres occupent aussi des postes administratifs, dans l'armée par exemple. Les esclaves chrétiens sont également chargés des métiers proscrits par le Coran. Les maisons closes et les auberges sont tenues par des esclaves, car l'islam interdit ce genre de commerce aux musulmans. Le bey est le gouverneur turc de Constantine. C'est aussi le nouveau maître de Hark Holoufs, qui l'a choisi pour ses capacités. Le bey achète de jeunes esclaves chrétiens et les entraîne pour se constituer une garde d'élite. Hark Holoufs va faire partie de cette milice. Revenons au frou Alida qui vient de tomber aux mains des pirates. Skram et ses compagnons norvégiens prennent place à bord des vaisseaux pirates sous la contrainte. Ils vont passer 5 jours à bord. Ce qui se produit à ce moment-là est assez surprenant. Skram, lui, est persuadé que les pirates tunisiens vont les maltraiter. Il s'attend à ce que ses compagnons et lui soient battus. Mais, comme il l'écrit plus tard, ils sont traités par des musulmans bien intentionnés à leur égard et modérés dans leurs actes. Après 5 jours de navigation, il arrive à la Goulette et de là, tout l'équipage est conduit en procession à Tunis. À l'époque, Tunis est un marché aux esclaves plus petit qu'Alger. On y trouve malgré tout des captifs issus de toute l'Europe. Skram et les autres marins sont alignés au marché et vendus. Tunis est alors un État esclavagiste qui vit de la traite. On y vend à la fois des esclaves noirs qui arrivent avec les caravanes du Sahara et des chrétiens. Au bout de quelques jours, l'équipage est conduit au palais du Bey, qui se trouve à Bardo, à quelques kilomètres de la Médina de Tunis. C'est en quelque sorte la résidence du gouverneur. On y trouve une société en miniature, un petit Versailles. Il y a des harems, des bains turcs, des échoppes. Les 9 plus jeunes membres d'équipage sont désignés pour être serviteurs à la cour du Bey. Aujourd'hui, le palais du Bardo jouxte la capitale tunisienne.
La moitié du bâtiment a été convertie en musée, tandis que l'autre accueille le Parlement tunisien. Sadek Boubaker a enquêté sur le sort des esclaves à Tunis. Au Bardo, il y avait une chapelle pour les captifs qui vivaient au Bardo. Il y a eu au début du XIXe siècle quelqu'un qui vivait au Bardo et qui était pratiquement ministre des Affaires étrangères. Oui, du Bey. Les autres ont été envoyés à Tunis pour y travailler. Ils étaient logés dans des quartiers spéciaux avec des captifs d'autres nationalités. Ils étaient employés à la construction des remparts et devaient charrier des pierres. Leur travail était bien plus pénible. Physiquement, c'était très dur. Ils n'étaient pas habitués au climat, à la chaleur, aux maladies. La torture est courante. C'est aussi le cas pour les prisonniers musulmans en Europe. La violence fait partie de l'époque. L'humanisme reste encore à être inventé. Skram raconte comment d'autres captifs européens ont reçu 300 coups de fouet ou de verge sur la plante des pieds pour des motifs insignifiants. Toute tentative de fuite était punie de mort. Beaucoup d'esclaves ont terriblement souffert. Prenez par exemple ceux qui ont été envoyés aux galères jusqu'à la fin de leur vie. Les traces de la présence d'esclaves blancs en Afrique du Nord sont peu nombreuses. Il est très difficile de pouvoir suivre leur itinéraire. Parce que, à partir du moment où ils prennent un nom musulman ou arabe, au bout de quelques générations, ils disparaissent dans la société. On peut repérer d'autres traces par les noms. Par exemple, Zgolli. Zgolli qui veut dire sicilien. Ou bien Ferrare, le Ferrare de Ferrare. Ou Napolitan, de napolitain. Ou les Sancho, l'espagnol. D'autres noms comme ça qui restent, mais ils restent surtout dans les régions où il y avait soit des bagnes, des endroits où on mettait les captifs, comme par exemple à Porto Farina. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de familles portent des noms qui sont d'origine évidente européenne. Il faut bien garder à l'esprit que les Européens qui se convertissaient à l'islam, à Tunis et dans le reste de l'Afrique du Nord, vivaient bien mieux en tant que musulmans que les prisonniers musulmans qui s'étaient convertis au christianisme en Europe. Ceux-là sont restés pauvres toute leur vie et n'ont jamais été intégrés à la société, alors que les renégats l'ont été. Hark Holufs débute comme valet. Mais le jeune Danois apprend vite. Bientôt, il parle le turc, l'arabe et la lingua franca, qui mélange des langues parlées tout autour du bassin méditerranéen. Au bout de 3 ans et demi, il est promu au rang de trésorier et reçoit un lopin de terre, des chameaux, des moutons et même des serviteurs, et ceci en dépit de son statut d'esclave. Hark Holufs est aussi chargé des basses œuvres du bey. Sur les ordres de mon maître, j'ai assassiné bien des gens. J'ai aussi tué sans ordre. J'avais la pleine confiance du bey. Mon maître se faisait vieux et il préférait que je me charge de ses missions. Souvent, lorsqu'il s'allongeait pour la sieste, j'allais accomplir une exécution avant son réveil. Parmi ceux que j'ai tués sur ses ordres, je me souviens particulièrement de 2 maçons. À 2 reprises,
mon maître eut l'idée de cacher dans les murs d'une tour une forte somme en ducats. J'avais l'ordre, une fois le maçon payé pour sa peine, de lui rompre le cou au moment où nous redescendions de la tour. Ce que je fis, contraint et forcé, pour préserver ma propre vie. Mon maître avait deux raisons d'agir ainsi. D'abord, il voulait être sûr que l'emplacement du trésor resterait secret. Ensuite, les Turcs croyaient que l'esprit de l'homme assassiné gardait les lieux, empêchant quiconque, à part son propriétaire, de mettre la main sur le trésor. Pour ce genre de mission, on ne pouvait pas utiliser les gens du coin. Il fallait que ce soient des esclaves. Les Turcs les ont intégrés dans leur système de répression en Afrique du Nord. Cela montre que les habitants ne se souciaient pas des esclaves, qui étaient dans une situation très précaire. Tant qu'ils étaient associés au pouvoir, ils étaient respectés. Mais s'ils tombaient entre les mains de la population, c'en était fini d'eux. En 1732, Hark Holoufs accompagne le bey lors du pèlerinage à la Mecque. Le voyage dure 13 mois. 6000 personnes composent la caravane. Hark s'est forcément converti à l'islam. Sinon, il n'aurait pas pu être du voyage. Il écrit dans son autobiographie qu'il est allé à la Mecque et que seuls les musulmans pouvaient entrer dans la ville. Cela prouve qu'il s'est converti, même s'il écrit par ailleurs qu'il n'est jamais devenu musulman. 1732 est aussi l'année où Hark Holoufs est promu Aga Eteira, autrement dit commandant de la cavalerie. Il a atteint le sommet de l'échelle sociale pour un esclave. Je pris part un jour à une bataille. L'ennemi opta pour la fuite. Alors que ma troupe poursuivait les fuyards dans un défilé, elle fut prise dans une embuscade. Beaucoup des nôtres tombèrent sous les balles. Mon cheval fut tué sous moi et je fus fait prisonnier. L'un de mes serviteurs, auquel j'étais très attaché, fut poignardé à mort sous mes yeux. Alors que je nous croyais perdus, l'ennemi décida d'épargner 15 d'entre nous, dont moi, dans l'espoir d'obtenir une rançon. On m'emprisonna dans un donjon. Une femme vint me rendre visite. Elle était presque entièrement voilée. Seuls ses yeux et ses mains, couvertes de jolies couleurs, étaient visibles. Elle me posa plusieurs questions, après quoi je me jetai à ses pieds. Elle me demanda si les gens de mon pays croyaient en un Dieu qui régnerait sur le ciel et la terre. Je découvris bientôt que ce n'était pas uniquement la religion chrétienne qui l'intéressait. Lorsqu'elle repartit, je la suppliai à haute voix de plaider ma cause. « Chut !» répondit-elle, « ne parle pas si fort. » Soudain, je pris peur qu'elle ne regrettât ses bontés. Mais quelques heures plus tard, un forgeron vint défaire mes entraves. À Tunis, Ali Pacha règne depuis le palais Bardo. C'est ici que Skram, le marin norvégien, entre au service de son fils. Ali avait de nombreuses épouses et des maîtresses, mais il ne s'intéressait pas à l'une d'entre elles, qui du coup a pris un esclave chrétien comme amant. Bien que le Coran édicte des règles strictes, les pratiques sexuelles en Afrique du Nord sont beaucoup plus libérales que dans l'Europe chrétienne.
En Afrique du Nord, les homosexuels n'étaient pas persécutés, alors qu'en Europe, ils étaient brûlés ou soumis à des châtiments corporels. Ils risquaient aussi la prison à vie. Pour la plupart des esclaves de la côte des Barbaresques, la vie est un enfer. Seule une poignée d'entre eux parvient à rentrer dans son pays. Pour Scram, en revanche, les choses sont bien différentes, car il est serviteur royal. Malgré sa capture en Méditerranée et malgré son statut d'esclave, la vie à Tunis était un paradis pour lui. Dans son récit, il écrit « Il ne me manquait rien à part ma liberté ». L'avantage, c'est qu'il entre au service du prince à Tunis, qui est d'une nature clémente. Des négociations s'engagent entre le royaume du Danemark et les autorités de Tunis pour la libération des marins norvégiens. À un moment, le prince exige 2 chevaux et des haches en échange de la liberté de Scram. Au musée royal de l'Arsenal, à Copenhague, on trouve la trace des présents envoyés dans les États barbaresques pour gagner la faveur des négociateurs et protéger les navires danois et norvégiens des attaques. Bien sûr, le gouvernement danois aurait pu envoyer une flotte pour patrouiller, mais ce n'était pas possible. À la place, ils ont tenté d'obtenir un accord avec les États de la côte des Barbaresques. En gros, il s'agissait d'acheter la tranquillité des navires de la couronne. Ils ont donc envoyé des cadeaux, des présents, comme ils disaient, à l'attention des dirigeants. Des cadeaux au prince, mais aussi du matériel, comme des armes ou des cordages qui faisaient défaut à ces pays. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar. Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé. On raconte que ce canon a été offert à un prince barbaresque qui l'a par la suite renvoyé au roi du Danemark. Apparemment, avant de l'offrir, les Danois ont transformé le monogramme de Christian VI en un croissant de lune. Le problème, c'est que cette forme en C représente une lune décroissante. Or, la tradition veut que la puissance de l'islam soit symbolisée par une lune croissante. Le dernier quartier de la lune, c'est l'image d'un islam sur le déclin. Ce n'est pas un symbole très indiqué quand on offre un canon à un prince. Mais les traités ne suffisent pas. La piraterie continue de faire des victimes. À Copenhague, un fonds pour payer la rançon des esclaves est créé.
C'était une sorte de caisse d'assurance à laquelle tous les armateurs devaient contribuer. L'argent servait à racheter la liberté des captifs retenus comme esclaves en Afrique du Nord. Bien loin des rivages de la Méditerranée, sur la petite île d'Amrum, Oluf Jensen, le père de Hark, tente pendant 10 longues années de réunir la rançon de son fils. Le fonds de soutien créé à Copenhague lui a refusé toute aide financière, au motif que le navire de Hark battait pavillon hambourgeois lorsqu'il a été pris. En plus de ses économies, Oluf Jensen doit emprunter 800 marks. Il envoie l'argent de la rançon en Algérie pour racheter la liberté de son fils. Mais c'est un autre homme qui est libéré, car il porte le même nom. Alors, quand le père se rend à Hambourg, c'est pour rencontrer un inconnu, qui est bien sûr ravi que quelqu'un ait payé sa rançon. Cette confusion sur le nom des prisonniers empêche Hark Olufs de dire adieu à Constantine. Voilà 16 ans qu'il a quitté sa terre natale et 12 années qu'il vit en esclavage. De ce qu'il ressent, de son désir de rester en Afrique du Nord ou de repartir, nous ne savons rien. Mais de ce côté-là de la Méditerranée, son avenir est incertain. Lorsque mon maître atteignit 95 ans, sa santé déclina. Chaque jour, je tremblais qu'il ne meure, car mon sort était lié au sien. Il faut savoir que les esclaves les mieux lotis, ceux qui jouissent de la confiance du chef, s'attirent les foudres du nouveau maître. À l'époque, il était tout à fait courant, lorsqu'un bey était remplacé, et cela arrivait souvent, que tout son entourage militaire et administratif soit purement et simplement éliminé, parce que le nouveau dirigeant n'avait plus besoin d'eux. J'avais prévu de m'enfuir sitôt mon maître décédé, mais il devança mon intention. Il m'annonça que je pouvais quitter Constantine. J'étais libre. Avant de partir, j'allais le voir, je l'embrassai et lui dis « Effendi, je vous remercie pour le pain et le sel que vous m'avez donnés au cours de ces 12 années. Je vous supplie de me pardonner les erreurs que j'ai commises. » Mon maître me répondit « Je vous remercie, capitaine, pour vos services. Et si je vous ai offensé, je vous demande pardon. » Je tombai à ses genoux. Mais le vieil homme me releva. Les larmes inondaient son visage. Il mit sa main sur ma tête et dit « Que Dieu t'accompagne. Garde-toi des boissons fortes, des femmes et des juifs d'Alger. Qu'ils ne te soutirent pas tout ton argent. » Hark rentre chez lui au terme d'un voyage long et difficile. Il passe par Marseille, Lyon, Paris et Hambourg. Enfin, en 1736, Hark retrouve son île natale. Le piétisme luthérien s'est développé au Danemark, ainsi que la pratique de la confirmation. Lorsqu'il a quitté Amrum, il n'avait pas accompli sa confirmation. Ça n'existait pas. Mais là, pour la première fois sur l'île, une confirmation va être célébrée pour réintégrer Hark Olufs dans la communauté chrétienne. En parallèle, il doit verser une forte somme à l'Église pour les réparations des lieux consacrés et le denier du culte. À la différence de Hark Olufs, dont la famille a réuni l'argent de la rançon au prix d'énormes sacrifices, le marin Skram est libéré au bout de 3 ans de captivité grâce au fonds danois d'aide aux captifs. Le jeune Norvégien avait pris la mer depuis le port de Bergen, qui appartenait alors à la couronne danoise. Au terme de longues négociations, le fonds danois d'aide aux esclaves, créé à Copenhague, a réussi à faire libérer l'équipage du Fru Alida. Le fonds a envoyé de l'argent depuis la capitale danoise à Tunis via des intermédiaires basés en Europe et il a été remis à la famille royale tunisienne.
1750, Scram embarque à la Goulette, le port où il était arrivé les fers aux pieds. Depuis Livourne, il entame un périple jusqu'à Amsterdam, à pied. De là, il prend un navire pour Copenhague. C'est en 1747 que l'autobiographie de Hark Olufsen est publiée en danois. L'ouvrage connaît immédiatement le succès. Il est traduit en allemand. Son autobiographie a intégré le patrimoine chrétien. Elle était citée pendant les homélies, car après tout, voilà l'histoire d'un homme qui a connu l'esclavage, mais qui n'a jamais oublié sa foi. C'était tout à fait ce que l'Église recherchait. Au fil du temps, l'aventure de Hark Olufsen a sombré dans l'oubli, mais pas sur l'île d'Amrum. Ici, l'enfant du pays reste un personnage mythique. Après plus d'une décennie, Hark Olufsen a regagné Amrum. Il est arrivé dans son uniforme de commandant, dont nous voyons ici quelques éléments. Il était très riche. Le bey lui avait donné beaucoup d'argent. Lorsqu'il a retrouvé sa terre natale, il avait 28 ans. Il est tombé amoureux d'une jeune femme qui était déjà fiancée. Mais comme Hark disposait d'une jolie fortune, les fiançailles ont pu être rompues. Le roi du Danemark lui a offert un poste, mais cela l'obligeait à déménager à Copenhague. Alors il a décliné, surtout qu'il avait déjà assez d'argent. Il voulait rester sur son île. Il est devenu receveur d'épaves, mais ce n'était pas l'idéal, parce que les habitants d'Amrum trouvaient toujours les débris avant. Hark Olufsen n'a pas fait de vieux os. À 46 ans, il est mort brutalement. Il avait 5 enfants. Toute sa famille était à l'église. Et quand ils sont rentrés, il était mort.